CHU d'Amiens. Je suis vraiment très heureux et honoré de pouvoir modérer ce premier webinaire qui est organisé par le réseau Prémob. Alors, ce réseau, c'est un réseau d'investigation clinique qui est consacré à la recherche sur tout ce qui est prévention et perte de mobilité, tout ce qui est chute chez les personnes âgées. Mais ce réseau a aussi des missions qui sont de diffuser les informations, les formations en ce qui concerne ces thématiques pour vraiment promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et faciliter l'accès aux informations partagées. Alors, ce premier webinaire a pour thème investigation clinique et utilisabilité. J'ai donc le plaisir de vous présenter Madame Jessica Chiraud, qui est ergonome et qui travaille au Centre d'investigation clinique et innovation technologique et valable du CHU de Lille. C'est un laboratoire de recherche qui est spécialisé dans la e-santé et sur les questions d'usage des technologies en santé. Donc, c'est dire son expertise dans ce domaine et à quel point son intervention va être vraiment très intéressante et éclairante. Quelques petits rappels. Donc, vous pensez à bien éteindre vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à poser des questions par écrit pendant l'intervention sur le fil de la conversation et comme ça, je pourrai les relayer au moment de la discussion finale. Je vous informe également que le webinaire sera enregistré et en vous souhaitant un bon webinaire, je donne maintenant la parole à Madame Chiraud. Merci professeur Bloch. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour suivre ce webinaire ce midi. Donc, je m'appelle Jessica Chiraud, je suis coordinatrice de projet ergonome et comme l'a présenté le professeur Bloch, nous allons parler de la prise en compte de l'utilisabilité d'un dispositif dans les investigations cliniques. Donc rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc nous sommes un laboratoire d'ergonomie du CHU de Lille et de l'Université de Lille, labellisé INSERM. Notre rôle, c'est d'impliquer les utilisateurs dans le processus d'analyse des besoins et de conception pour améliorer la qualité des services et des produits qui sont générés par les nouvelles technologies de santé. Dans notre équipe, on a des ergonomes avec des profils différents. Certains sont psychologues, d'autres biomécaniciens. Et on a un technicien multimédia. Alors, nous allons commencer ce webinaire par quelques définitions. Tout d'abord, qu'est-ce que l'utilisabilité? L'utilisabilité est définie par l'ISO 9241 comme le degré selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation spécifié. On va prendre l'exemple de notre porte ici, qui est un outil qu'on utilise tous les jours. En fonction de si on est un chirurgien ou un banquier, les buts définis vont pas être les mêmes. En chirurgie, on aura besoin d'aller vite pour entrer dans une salle d'opération, alors qu'à la banque, on aura besoin de protéger son argent parce que c'est le rôle de la banque. Du coup, la conception de la porte va être impactée par ces contextes d'utilisation et ces buts bien définis. Et donc, elles n'auront pas la même forme. On aura des portes plutôt larges et battantes pour le chirurgien et des portes blindées pour le banquier. Donc, vous avez bien compris, l'utilisabilité peut avoir un impact sur la conception. Pour une bonne utilisabilité, il est nécessaire d'organiser la conception autour de deux bases. La première, c'est l'activité réelle d'utilisation et son contexte d'utilisation. Et d'un autre point de vue, c'est les règles de conception selon les caractéristiques physiologiques et cognitives de l'homme. L'ergonome, lui, va évaluer les critères de l'utilisabilité. Ici, c'est les 4 piliers que vous pouvez voir sur le schéma. L'efficacité, l'efficience, la satisfaction dans un contexte d'utilisation situé, pour tenter d'améliorer la conception des systèmes et des dispositifs. Mais pourquoi cette notion est importante en santé? Parce qu'un outil qui est non intuitif, voire contre-intuitif, difficile à utiliser, difficile à mémoriser, pourrait entraîner une perte de temps, des erreurs d'utilisation, ou ne pourrait pas être utilisé du tout, car pas accepté ou pas utile.
Donc, en santé, ça a un impact et potentiellement un risque pour le patient et les professionnels. Pour illustrer ces propos, je vais vous présenter quelques exemples issus de la littérature ou de la presse. Le premier, il s'agit d'un pilulier connecté. La cible du fabricant de ce pilulier était les personnes âgées et malades du VIH, donc des malades plus jeunes, des personnes plus jeunes. Mais finalement, le produit n'a pas eu le succès escompté. Il n'était pas utilisé ni par les personnes âgées, ni par les personnes atteintes de VIH. Et finalement, après analyse, plusieurs causes ont été identifiées. La première, c'est un problème d'adaptation au contexte d'utilisation. Comme vous pouvez le voir à l'image, le boîtier, le pilulier connecté est assez gros. Donc, pour les personnes atteintes du VIH, c'était très difficile de mettre ça dans une poche, par exemple. Donc, il était assez rapidement systématisé de personnes malades. Et pour les personnes âgées, le problème, c'était un problème de préhension des comprimés. Les cases pour prendre les comprimés étaient toutes petites et ils avaient besoin de relever le pilulier pour bien voir les médicaments qu'ils devaient prendre. Or, tous les tests avaient été réalisés avec le pilulier bien posé à plat. Donc, en situation verticale, le pilulier ne marchait pas du tout. Un autre exemple, donc celui-là, on l'a retrouvé dans la presse grand public, donc dans Libération. C'était un problème d'utilisation d'un stylo auto-injecteur. Il était possible d'appuyer sur la molette en pensant avoir réalisé l'injection, mais finalement le liquide ne sortait pas. Donc on peut croire à un problème technique, mais en fait c'est bien un problème d'utilisabilité puisque l'utilisateur n'avait aucun moyen de se rendre compte que le liquide n'est pas sorti, puisque lui il a appuyé sur la molette, il a fait l'action qu'il devait faire et il n'a pas eu de feedback comme quoi ça n'avait pas marché. Résultat, nombre significatif de patients n'a pas reçu sa bonne dose. Donc vous pouvez imaginer les problèmes par la suite. On continue sur les exemples avec un couchage de sécurité qui permet de prévenir les chutes des personnes désorientées pendant leur sommeil. Donc il s'agit d'un dispositif de classe 1 qui est donc passé en autocertification. Plusieurs incidents ont été déclarés sur le site de l'ANSM, notamment des patients dont le haut du corps se retrouvait hors du lit. Et quelques décès par étranglement ont également été recensés. Après analyse, plusieurs causes ont été identifiées, plusieurs causes notamment liées à l'utilisabilité, comme par exemple les sangles du drap qui étaient mal attachés, la non prise en compte de la morphologie du patient pour le choix de la taille du dispositif, et des fermetures éclairs du dispositif qui étaient laissées ouvertes, donc le patient pouvait glisser hors du drap. Finalement, le produit a été retiré du marché et le fabricant a dû faire des modifications pour améliorer l'utilisabilité de son drap, et notamment ici le tableau que vous voyez avec un code couleur pour bien identifier la taille et des pictogrammes dans la notice pour expliquer comment attacher les sangles. Enfin, un dernier exemple, cette fois-ci sur de packaging, parce que le dispositif, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du packaging, mais c'est aussi le packaging. On parle d'interface utilisateur, qui est tous les composants d'une interface avec laquelle l'utilisateur a des interactions. Donc ici, on est sur une prothèse de genou, et on voit donc deux packagings qui sont quasiment similaires, qui sont fabriqués par le même fabricant et dont l'un se pose sans ciment et l'autre se pose avec ciment. Ces prothèses ont été commercialisées en Allemagne et n'ont pas été traduites dans la langue du pays comme recommandé par la législation allemande. Et on s'est retrouvé avec 47 cas d'erreur d'implantation et au moins 34 patients qui ont dû être réopérés. Et finalement, ce qui a conduit à ces erreurs, c'est un problème d'interprétation du packaging où les chirurgiens avaient implanté sans ciment des implants destinés à être posés avec du ciment osseux. Donc à travers ces exemples, on voit bien que si les règles d'utilisabilité ne sont pas respectées, cela peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur l'utilisation. Ça peut aller d'une simple non-utilisation au décès du patient, comme on a vu. Et finalement, la vérification de la sécurité d'utilisation est encadrée par une norme qui s'appelle la norme d'aptitude à l'utilisation.
cette norme est à l'interface entre la gestion des risques des dispositifs médicaux et des normes d'ergonomie qui permettent d'alimenter la conception. Finalement, cette norme, qui s'appelle le processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation, permet d'évaluer l'utilisabilité d'un dispositif médical pour éviter les erreurs d'utilisation. Pour résumer, donc, il y a des principes de conception, de bonne conception, qui va guider l'utilisateur sur la façon dont il peut utiliser un dispositif. Ici, par exemple, un stylo auto-injecteur avec une fenêtre de visualisation du produit, une zone identifiée pour la partie d'injection, une zone identifiée pour le bouton pour déclencher l'injection. S'il y a un défaut de conception, c'est-à-dire si un des principes de conception n'a pas été respecté, par exemple si la zone d'injection n'est pas clairement distinguée, il peut y avoir un problème d'utilisation ou une erreur d'utilisation. Par exemple, l'utilisateur peut prendre le stylo à l'envers et s'injecter dans le pouce. La conséquence, c'est qu'il n'y aura pas d'injection complète et il peut y avoir un risque de décès en fonction de l'intention médicale du stylo ou un risque de nécrose du pouce. Donc cette norme est une obligation pour le fabricant. Elle fait partie du dossier technique du dispositif pour le marquage CE. Et donc c'est un processus itératif en plusieurs étapes qui est lié à la gestion des risques d'erreur à l'utilisation. Et pour mettre en place ce dispositif, on utilise des méthodes d'ergonomie. Donc rapidement, l'idée c'est pas de vous faire un cours sur cette norme, mais c'est de rapidement vous présenter le processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation pour bien comprendre ce qui est attendu et les exigences pour le fabricant. Donc une première étape, c'est de comprendre le contexte d'utilisation. Donc dans cette étape, ce qu'on cherche à définir, en plus de l'intention médicale de la population de patients prévus, c'est le profil des utilisateurs prévus et l'environnement d'utilisation. Si on reprend notre exemple du drap, en études cliniques, on aurait tendance à cibler le patient comme utilisateur de ce drap, enfin, en tout cas comme bénéficiaire de ce drap, mais dans l'aptitude à l'utilisation, l'utilisateur, c'est bien le personnel soignant qui va installer ce drap. Donc là, il y a plusieurs méthodes utilisées, notamment des entretiens, des observations pour les plus connues. Ensuite, les étapes suivantes permettent d'identifier les risques liés à l'utilisation. L'objectif, c'est d'avoir une analyse de risque conforme à l'ISO 14971 où doivent apparaître le contexte de survenue du risque, la cause d'apparition et l'erreur d'utilisation. Donc là également plusieurs méthodes de gestion de risque qui sont communément utilisées pour les fabricants de dispositifs médicaux. Enfin, une fois qu'on a identifié qui sont nos utilisateurs, quelles sont les situations dangereuses, il faut concevoir des solutions pour maîtriser justement et éviter la survenue des potentiels risques et également s'assurer que la conception réponde bien aux besoins des utilisateurs. Donc là, c'est dans cette étape, on doit faire des spécifications de l'interface, dire quelles sont les fonctions, quelles sont les mesures de protection, savoir s'il y a besoin d'une formation ou d'une notice, etc. Ensuite, on évalue, on fait des premières évaluations avec les utilisateurs pour améliorer le dispositif, afin de voir si les premières maquettes du dispositif sont satisfaisantes. Donc là, on va évaluer tout ce qui est satisfaction, utilité, intuitivité du dispositif. Plusieurs méthodes sont utilisées, des tests utilisateurs avec des utilisateurs finaux du dispositif, ou bien des évaluations heuristiques avec des ergonomes qui vérifient que les principes d'ergonomie sont bien respectés. Et enfin, les dernières étapes de ce processus va être de valider la sécurité d'utilisation du dispositif médical par une évaluation sommative. Donc là, ce qu'on va vérifier, c'est que le dispositif, la conception du dispositif, les mesures de protection qui sont mises en place permettent bien d'assurer la sécurité d'utilisation du dispositif. Est-ce que tous les risques sont maîtrisés? Et si par hasard un risque résiduel est présent, est-ce qu'il est acceptable avant la commercialisation du produit? Donc dans cette étape, la méthode utilisée, la méthode de référence reste le test utilisateur, mais des fois certaines autres méthodes peuvent être envisagées en fonction des risques identifiés, et notamment on pourrait utiliser les investigations cliniques
pour aller rechercher des informations sur ces dangers-là. Donc pour résumer, il y a 5 étapes dans le processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation, 5 étapes qui sont attendues par la réglementation, qui vont de la compréhension du besoin des utilisateurs jusqu'à l'évaluation de la sécurité d'utilisation. Mais du coup, qu'en est-il de la différence entre les études cliniques, les investigations cliniques, et les études d'utilisabilité? Comme vous pouvez le voir dans ces 2 définitions, on retrouve des notions d'efficacité et de performance. Donc, je ne vais pas relire les définitions, vous les aurez. Mais cependant, ces 2 activités fondamentalement différentes qui ne doivent pas être confondues. En effet, les évaluations d'utilisabilité, donc plutôt à gauche, là sur l'image de gauche, doivent faciliter l'analyse des erreurs d'utilisation et l'identification de leurs causes profondes dans des conditions simulées d'utilisation. Donc là, vous voyez à l'image une stagiaire qui joue le rôle du patient. Bien entendu, si jamais il y a besoin de planter une aiguille pour faire une biopsie, puisque là on est dans le cadre de la radiologie interventionnelle, la stagiaire va être remplacée par un mannequin. Et donc sur l'image de droite, on a les investigations cliniques qui doivent permettre le recueil de données basées sur la performance et la sécurité du dispositif. Donc là, à l'inverse, on est dans le cadre d'une utilisation réelle du dispositif, mais avec des conditions plus ou moins proches de l'utilisation finale, selon les objectifs et les contraintes du protocole, puisqu'il peut y avoir, comme ici dans l'image, quelqu'un qui s'assure du bon déroulement du protocole. Cela implique donc des protocoles d'évaluation différents dans les 2 types d'études, des recueils de données d'utilisabilité, des personnes qui font le recueil de données d'utilisabilité qui seront différentes de celles qui font le recueil de données dans les études cliniques. Pour le recueil des données d'études d'utilisabilité, ça peut être fait par le fabricant ou l'ergonome. Et enfin, des contextes réglementaires différents. Il n'y a pas de passage au CPP à l'ANSM pour les études d'utilisabilité. Mais alors, vous allez me dire pourquoi intégrer un objectif d'évaluation d'utilisabilité dans vos investigations cliniques. La première bonne raison, c'est d'éviter les abandons et les retards dans les investigations cliniques. Parce que comme on l'a vu, une mauvaise utilisabilité peut avoir un impact sur le déroulement de l'étude et voire même sur les résultats de l'étude. La deuxième bonne raison, c'est que c'est pour expliquer les résultats en termes de sécurité, les résultats de l'étude de l'investigation clinique en termes de sécurité et de performance. La performance du dispositif et son bénéfice sont évalués du point de vue des patients, généralement pour les investigations cliniques. Or, vous l'avez bien compris, pour l'utilisabilité, les utilisateurs finaux ne sont pas tout le temps les patients. Exemple du verre connecté, cette fois-ci, pour le suivi de l'hydratation des personnes âgées en EHPAD. À la différence du premier exemple, sur ce dispositif, il y a eu des études d'utilisabilité qui ont été réalisées sur le prototype en cours de développement. Et le fabricant a voulu faire une investigation clinique pour évaluer l'efficacité du suivi de l'hydratation et l'impact sur la prise en charge des patients. Finalement, en cours d'étude, ils se rendent compte qu'il y a peu de données qui sont remontées par le système, parce que les verres sont déconnectés ou déchargés, voire pas distribués du tout, et que finalement, il y a très peu d'interventions sur les alertes de la part du personnel, donc finalement des fonctionnalités qui sont sous-utilisées. La cause principale, après analyse, était plutôt organisationnelle. Cette évaluation, en effet, a été faite en vie réelle. Et quand on avait fait les études d'utilisabilité, tous les utilisateurs étaient formés, alors que là, en vie réelle, avant le déploiement du dispositif, certaines personnes avaient été formées, mais pas tout le service. Et puis, il y a beaucoup de turnover aussi dans les établissements. Donc, on s'est confronté, enfin, le fabricant a été confronté à des utilisateurs qui n'avaient pas la connaissance de ce dispositif. Donc, les leçons apprises dans cette étude, c'est que finalement, faire des études d'utilisabilité avant, c'est bien, mais des études d'utilisabilité seules ne suffisent pas. Il est important de prendre en compte la variabilité des organisations et la gestion du déploiement du dispositif dans la structure.
Et finalement, on aurait pu s'assurer de la bonne utilisation du dispositif en ajoutant un objectif pour évaluer l'utilisabilité en début d'étude, par exemple, en observant l'activité des utilisateurs, plutôt que de se concentrer sur les performances cliniques sur le patient. Donc, et éventuellement, on aurait pu prévoir la suspension du protocole si des problèmes graves ou des problèmes de non-utilisation auraient été détectés sur ce dispositif. Et enfin, la troisième bonne raison, alors là, elle est pour les fabricants, ils ont besoin de données d'utilisabilité pour nourrir le processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation selon la norme 62366, qui est une obligation pour l'obtention du marquage CE. Donc, intégrer des études d'utilisabilité pour le marquage CE, donc ça me permet de récupérer des données sur l'aptitude à l'utilisation pour la conception, des informations sur les erreurs d'utilisation, l'efficacité des mesures de protection du dispositif, et ça permet également d'avoir des données en vie réelle qui ne sont pas possibles finalement d'avoir dans des conditions simulées. Par exemple, si on veut tester notre fameux stylo injecteur, on n'aura jamais de feedback sur la douleur par rapport à l'injection en étude d'utilisabilité. Ça permet également d'avoir des données sur l'acceptabilité sur le long terme, puisque comme on a vu avec notre exemple du verre connecté, l'utilisabilité peut être très bonne à un instant T sur un test utilisateur, mais sur le long terme, peut-être que ça peut avoir des impacts parce que les personnels ne sont pas formés et n'utilisent pas le dispositif. Maintenant que vous êtes convaincu de l'utilité d'intégrer des objectifs d'utilisabilité dans vos essais cliniques, on se pose la question de comment les intégrer. Donc, il est possible de les intégrer soit en amont de l'étude clinique, soit pendant l'investigation clinique. Donc, en amont, en s'assurant de l'utilisabilité du protocole et de la bonne compréhension du protocole d'investigation clinique. Donc, comment en intégrant les personnes en charge de l'utilisation ou du recueil des données dans l'écriture du protocole d'investigation clinique. Et l'avantage, ça permet de s'assurer de la qualité des données qui sera recueillie. Donc, le MRCT, le Multi-Regional Clinical Trial de Brigham, recommande dans ses guides de bonnes pratiques d'utiliser ce qu'on appelle le Think Aloud Protocol. C'est littéralement, c'est-à-dire penser tout haut. Donc, l'idée, c'est de tester le matériel, le protocole de l'essai clinique en observant le comportement des personnes qui vont le faire dérouler. Cela permet de passer à travers, de déterminer si le contenu et la méthode de diffusion est adaptée et répond aux besoins des potentielles personnes qui font le déroulé de ce protocole. Donc là, je vous ai mis un extrait, un exemple qui est cité par le MRCT. Un autre moyen de mettre en place une étude d'utilisabilité en amont de l'investigation clinique, c'est de s'assurer de l'utilisabilité du dispositif avant l'investigation clinique. Donc, par exemple, en profitant des tests techniques sur des fabricants, pour des études, par exemple, sur la fiabilité des données, et cela permet de faire des modifications sur le dispositif, voire d'insister sur la formation si besoin, et d'ajuster le protocole de l'investigation clinique avant de partir dans les inclusions. Donc, pour illustrer ce propos, nous avons pris l'exemple du drap connecté, cette fois-ci un drap de contention connecté. Les données d'agitation sont enregistrées par le drap, donc ils sont envoyés en Wi-Fi vers une application mobile, une application web qui est sur le PC central du service et qui permet d'avoir notamment les alertes en temps réel, les alertes d'agitation. Cette plateforme permet également de paramétrer le drap, par exemple d'appairer le drap au bon patient pour avoir les alertes pour le bon patient. Une étude d'utilisabilité a été mise en place en parallèle des tests techniques qui visaient à vérifier la fiabilité des données d'agitation récupérées par le drap. Donc, des tests utilisateurs ont été réalisés en situation d'utilisation simulée, c'est-à-dire sans patient, donc avec
avec des exemples et des scénarios proches de l'utilisation réelle, mais sans patient dans le drap. Et cela a été l'occasion finalement de confronter cette interface aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire les infirmières de nuit. Et à l'issue de ces tests, 22 risques d'erreurs à l'utilisation ont été détectés par les participants, comme par exemple des erreurs d'interprétation. Le personnel qui a participé à ces tests ne comprenait pas à quoi correspondait le paramètre seuil d'agitation. Donc, vous voyez bien le problème, si on avait mis ça dans le service sans l'identifier, ben, ça aurait été compliqué pour eux de savoir comment faire si ce paramètre apparaissait à l'écran. La confusion également entre les tags et les boîtiers, puisqu'il fallait associer les boîtiers et les tags au drap et au bon patient, et le personnel n'arrivait pas à associer les bons boîtiers et les bons tags. Et des erreurs de configuration du système d'alarme, par exemple, où l'alarme n'avait pas sonné alors que le patient était soi-disant en situation critique. Mais finalement, l'utilisateur ne s'était pas rendu compte que l'alarme était éteinte car la batterie du drap était complètement déchargée et que finalement, l'alarme ne pouvait pas être envoyée. Donc, cette préévaluation, finalement, tous ces retours, ça a permis au fabricant d'apporter des modifications à son dispositif et également de bien travailler la formation qui sera dispensée aux participants à l'étude clinique pour éviter des potentiels problèmes ou erreurs d'utilisation qui pourraient venir impacter le résultat de l'étude. Donc, si on doit faire une étude d'utilisabilité avant l'investigation clinique, il est important d'évaluer le dispositif dans ses versions concernées par l'investigation clinique, d'avoir un protocole d'évaluation qui décrit des scénarios dans l'environnement d'utilisation prévu, d'avoir des participants qui sont des utilisateurs cibles, donc ici c'était mes infirmières de nuit, d'avoir finalement des petits échantillons, contrairement aux investigations cliniques, ici sur des évaluations qu'on dit des évaluations formatives, donc pour améliorer la conception, 5 participants, entre 5 et 7 participants, c'est largement suffisant pour détecter plus de 80% des problèmes d'utilisabilité d'une interface. Et enfin, il est important, vous l'avez compris, d'anticiper pour se laisser le temps de faire des changements dans la conception du DM, puisque si on programme notre étude clinique trop tôt, on détecte des erreurs et on ne pourra pas les corriger. Et pendant l'investigation clinique, si on doit introduire un objectif d'utilisabilité pendant l'investigation clinique, ça va dépendre du coût-bénéfice, du rapport coût-bénéfice. Donc pour évaluer ce rapport coût-bénéfice, il y a quelques questions à se poser. La première, c'est est-ce que les données récoltées pendant l'investigation clinique peuvent déjà informer sur l'utilisabilité du dispositif. Par exemple, si dans votre protocole d'investigation clinique, vous avez déjà des motifs de non-utilisation, de recueil des erreurs, etc. pour les effets indésirables. Si oui, alors on prévoit une analyse des données disponibles et on intègre au protocole pour que la personne, il y ait le nom et le rôle de la personne qui va faire ces analyses qui apparaissent dans les déclarations réglementaires. Et sinon, on prévoit d'ajouter un objectif secondaire au protocole d'étude clinique ou voire même faire une étude ancillaire au protocole pour intégrer cet objectif d'utilisabilité. Le fait de le séparer du protocole, ça permet de bien séparer les méthodes et de ne pas impacter le protocole clinique mis en place, parce que souvent, c'est un peu la réticence de mon expérience, c'est un peu la réticence, c'est d'avoir une trop grosse modification de ce qui avait été prévu à la base. Est-ce que j'ai plusieurs utilisateurs ? Souvent, dans les protocoles d'investigation clinique, on a un grand nombre de patients, mais juste un ou deux utilisateurs réels, c'est-à-dire investigateurs. Donc mes professionnels, en l'occurrence, pour mon drap, mes infirmières, ou pour mon tapis de chute également. Donc parce que dans l'étude clinique, on regarde le bénéfice clinique pour le patient, alors que dans les études d'utilisabilité, on regarde plutôt la sécurité d'utilisation par rapport au personnel. Est-ce que intégrer le recueil de données d'utilisabilité impacte mon protocole d'investigation clinique? Par exemple, est-ce que ça rajoute des observations durant les inclusions ou des questions d'entretien durant les visites?
Là, nous, d'un point de vue utilisabilité, on n'a pas besoin d'être aussi détaillé que le recueil de données d'un protocole d'investigation clinique. On n'a pas, par exemple, besoin de préciser le nombre d'inclusions, les informations précises à rechercher, et ça permet d'inclure des marges de liberté dans le recueil pour éviter d'impacter le moins possible le protocole d'investigation clinique. L'avant-dernière question, c'est de se poser la question de savoir si le personnel en charge du recueil est formé au recueil des données d'utilisabilité. Il faut savoir que les données d'utilisabilité sont des données plutôt qualitatives. Elles sont difficiles à recueillir car elles sont peu formalisées et elles sont également difficiles à analyser car elles demandent une expertise spécifique. Donc, si la personne est formée, du coup, pas de problème. Sinon, peut-être prévoir du temps humain spécifique, comme des ergonomes, par exemple. Et enfin, la dernière question est de savoir si le design d'étude est proche d'une utilisation réelle du dispositif. Puisque si ce n'est pas proche d'une utilisation réelle, il est inutile, par exemple, de recueillir la satisfaction de l'utilisateur cible. Si, par exemple, si l'investigateur n'est pas l'utilisateur cible. Donc finalement, pour évaluer le rapport coût-bénéfice, on a une liste de 5 questions. Si toutes les réponses sont positives, alors l'intégration est recommandée. Si au moins une réponse est négative, le rapport coût-bénéfice est à évaluer en fonction du risque pour le résultat de l'étude et des besoins pour le projet, notamment par rapport aux contraintes réglementaires. Et si toutes les réponses sont négatives, le rapport est mauvais, donc l'intégration n'est pas recommandée. Il vaut mieux séparer clairement les deux études. J'ai trouvé quelques exemples dans Clinical Trials qui ont intégré le recueil de données d'utilisabilité dans des protocoles d'investigation clinique. Donc le premier, ça concerne un chauffe-bébé. Alors je sais que c'est pas trop la thématique de Prémob, mais l'idée c'est de vous montrer en fait quelles sont les infos, les données qui ont été recueillies et les méthodes qui ont été utilisées. Donc, dans cette étude clinique, donc c'était un chauffe-bébé sans électricité et l'objectif, c'est d'évaluer la sécurité, l'efficacité, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité d'un chauffe-bébé sans électricité pour la thermorégulation des nouveau-nés. Il y avait 2 objectifs, un premier clinique et un objectif secondaire où il y a deux secondary outcomes qui sont identifiés. 3, pardon. Le premier qui est clairement identifié d'évaluer l'utilisabilité et le second qui est le recueil de données qualitatives via des questionnaires pour recueillir les avis des mamans et des infirmières. La méthode utilisée pour évaluer l'utilisabilité, ce sont les observations, en plus des données cliniques recueillies par les investigateurs. Les investigateurs ont recueilli des données sur les erreurs d'utilisation commises par les utilisateurs. Pour cela, l'investigateur a utilisé une grille de recueil structurée d'après une liste d'erreurs potentielles qu'il avait déjà établie par rapport aux tâches qui devront être réalisées sur le dispositif, comme par exemple le nourrisson est placé dans la chaufferette et retiré de la chaufferette aux températures indiquées. La chaufferette est correctement nettoyée à l'eau et au savon. Ces données, du coup, pourraient être corrélées, par exemple, avec les objectifs de l'étude clinique pour voir si les erreurs d'utilisation commises ont un impact sur la performance du dispositif. Et aussi permettre de comprendre si une faible performance du dispositif est due à un problème technique ou à un problème d'utilisabilité. Un autre exemple sur une étude prospective et observationnelle de l'utilisation d'un pèse-personne qui mesure à la fois le poids et l'équilibre, donc là plutôt chez la personne âgée. L'objectif, c'était de déterminer si l'utilisation de ce pèse-personne qui mesure le poids et l'équilibre versus un pèse-personne standard qui mesure seulement le poids influence la prise de décision clinique des professionnels
dans le cadre d'une consultation externe ambulatoire. Et en objectif secondaire, des entretiens qualitatifs sous la forme de focus group avec des praticiens ont été prévus et ces entretiens avaient pour objectif de recueillir les perceptions de l'utilité et les obstacles à l'utilisation de cet appareil. Donc, des données cliniques quantitatives ont été récupérées après chaque rencontre avec un patient. Le professionnel pouvait évaluer le dispositif pour savoir s'il lui avait aidé à prendre une décision clinique concernant l'équilibre ou le risque du chute du patient. Donc il avait un petit, vous voyez l'image en bas, une petite borne sur laquelle dans laquelle il répondait à la question: la mesure de l'équilibre a influencé ma prise de décision avec ce patient, et plusieurs couleurs avec des smileys. Donc oui, avec des smileys du vert au rouge. Et à la fin de l'investigation clinique, les chercheurs ont été invités, les professionnels ont été invités à participer à des groupes de discussion, donc des focus group structurés, concernant leur expérience par rapport à l'utilisation du dispositif. Ces discussions visaient à enrichir la compréhension sur la manière dont les utilisateurs utilisent le dispositif et avoir également des retours pour la conception pour améliorer le dispositif. Donc, si vous avez la référence en bas de la diapo, si vous allez voir un peu le protocole, les questions qui étaient posées dans ces groupes de discussion étaient par exemple: en quoi, le cas échéant, les participants ont-ils trouvé utile dans leur prise de décision clinique de disposer d'une évaluation quantitative du contrôle postural? Si les patients ont utilisé les données de l'appareil différemment, comment ils ont utilisé ces données et pourquoi? Le temps nécessaire qu'il a fallu à une mesure, de quelle manière il pourrait améliorer la mise en œuvre de la formation des participants à ce dispositif, et de quelle manière il pourrait améliorer son utilisation. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi et comment intégrer un objectif d'évaluation d'utilisabilité dans les investigations cliniques, on va se poser la question de quand intégrer cet objectif d'utilisabilité. Donc finalement, quand on a besoin de récupérer des données pour alimenter le processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation, donc ça c'est plutôt une problématique pour le fabricant. Quand on a besoin d'avoir des données d'investigation clinique exploitables, parce que vous l'avez bien compris, ça peut faire stopper une étude. Quand on a besoin également d'avoir une évaluation réaliste de l'impact d'un dispositif en routine clinique. Et ça, finalement, durant tout le parcours clinique du dispositif médical, donc c'est-à-dire de l'étude préclinique jusqu'au suivi clinique après commercialisation. Dans les parties cliniques amont, donc l'étude préclinique et les études cliniques de faisabilité, on peut introduire un objectif d'utilisabilité, par exemple pour alimenter les spécifications d'utilisation. Donc quelle est la procédure d'utilisation, l'environnement, quels sont mes profils utilisateurs. Pour alimenter également les spécifications de conception, donc avoir des retours utilisateurs sur la première version du dispositif. Ça permet aussi aux fabricants de confronter l'idée qu'il en avait à la réalité. Identifier de nouveaux problèmes ou erreurs d'utilisation qui n'auraient pas été identifiés. Donc ça, là, dans le cadre d'études cliniques de faisabilité, par exemple, on peut voir aussi des erreurs qui apparaissent avec une utilisation répétée, par exemple, ce qu'on ne pourrait pas faire sur le cadre d'études d'utilisabilité. Ou on peut avoir aussi des retours en cas de situation exceptionnelle, d'urgence par exemple, ou de perturbation du système, quelles sont les réactions du coup des utilisateurs dans ces moments-là. Et également compléter l'analyse de risque du dispositif médical, donc ça c'est vraiment pour le fabricant. Et dans les étapes plus aval du coup, les études de bénéfices cliniques ou le suivi clinique après commercialisation,
On peut également introduire des objectifs d'utilisabilité pour valider les spécifications d'utilisation, revoir potentiellement les indications d'utilisation si jamais il y a des choses qui ont changé, identifier les risques non prévisibles ou sur une utilisation à plus long terme, et vérifier, valider l'utilisabilité du dispositif en routine clinique. Donc pour conclure et synthétiser tout ce que je viens de vous raconter, c'est important de vérifier l'utilisabilité d'un dispositif avant de l'évaluer dans une investigation clinique. Et quand on est dans une investigation clinique, ça va être l'intérêt d'intégrer un objectif d'utilisabilité va dépendre des données à récupérer et du coût-bénéfice pour le fabricant et les cliniciens investigateurs. Il y a plusieurs possibilités pour intégrer l'utilisabilité à un protocole, donc soit les mettre en objectif principal ou secondaire, avoir un recueil ponctuel ou tout au long de l'évaluation clinique, et avec des méthodes différentes en fonction des données à récupérer. Là, c'est un tableau résumé de synthèse qui est un peu lourd, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les méthodes de recueil des données d'utilisabilité vont dépendre des données qui doivent être récupérées. Donc, sur le processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation, là, les 5 étapes que vous voyez sur la première colonne du tableau, et du type d'investigation clinique qui va être menée. Donc, ça, c'est les colonnes du tableau. Donc, on pourra utiliser éventuellement des observations, une analyse rétrospective des CRF, par exemple, et bien évidemment des questionnaires. C'est ce qu'on voit la plupart du temps, mais voilà, il y a d'autres méthodes qui sont possibles à mettre en place. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Merci. Donc, effectivement, on a le temps pour quelques questions. Donc, soit vous utilisez la ligne de conversation de la réunion pour poser vos questions, soit vous utilisez les petites vignettes de la main levée pour poser vos questions. Moi, je vais poser une première question en attendant d'arriver les premières choses. Donc, merci beaucoup, parce que c'était vraiment très intéressant. Alors, on a tout de suite envie de mise en pratique, évidemment. Vous mettez que pour faire des études d'utilisabilité, on peut utiliser un petit échantillon de personnes et qu'en général, on arrive assez vite à avoir 80% des problèmes techniques qui apparaissent. Est-ce que ça, c'est des données empiriques ou est-ce que ça repose justement sur quelque chose d'un peu précis et on a une sorte de formule pour trouver le nombre de sujets nécessaires comme on a en recherche clinique ou pas? C'est dans la littérature, hein, il y a beaucoup de littérature sur ça. Pour les recherches des problèmes d'utilisabilité, la littérature a démontré que entre 5 et 7 participants, c'est une courbe du coup exponentielle, on arrivait à un plateau où on détectait plus de 80% des erreurs d'utilisabilité. Et pour les évaluations finales où on va vérifier la sécurité d'utilisation du dispositif, là il y a des études donc, qui ont été reprises dans le guide de la norme qui est la 62366-2, des études qui ont été faites aux États-Unis, donc statistiques, qui ont déterminé un nombre de participants par profil utilisateur qui est de 15 participants par profil utilisateur pour valider la sécurité d'utilisation des dispositifs en conditions simulées d'utilisation. Donc avec des participants qui vont se retrouver, si vous avez bien compris, dans des scénarios d'utilisation qui vont être le worst case scénario puisqu'on va chercher à les mettre dans des scénarios défavorables pour provoquer le risque d'erreur d'utilisation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Quelles sont les modalités à faire pour un fabricant pour faire des tests d'utilisabilité en dehors d'une investigation clinique, demande Madame Kemelin. Alors, un fabricant peut gérer lui-même les tests d'utilisabilité au cours de la conception. Donc, il peut, s'il a accès à des utilisateurs finaux, proposer une mise en situation simulée de son dispositif pour avoir des retours des utilisateurs. Il peut également, s'il a des produits déjà commercialisés,
aller directement questionner et s'entretenir avec ses utilisateurs finaux. Et pour l'étape de validation, donc là, la norme recommande de passer par un tiers pour pas être jugé partie et surtout pour que l'organisme notifié voit qu'il y a un effort fait par le fabricant pour mettre en place ce processus d'ingénierie d'aptitude d'utilisation et de s'assurer de la sécurité d'utilisation de son dispositif. Donc là, le fabricant peut faire appel à des structures, donc au CICIT, on fait de l'accompagnement de fabricants sur les dispositifs médicaux, où on propose ces études-là, mais il y a d'autres structures qui peuvent accompagner les fabricants de dispositifs médicaux pour mettre en place ces études. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre la parole. C'était clair, merci. Alors, le réseau Prémov, il est effectivement l'interrégion Hauts-de-France et Normandie. Donc, je ne sais pas s'il y a dans l'assistance des personnes qui viennent de ces deux régions, mais en tout cas, des structures comme la vôtre qui est sur le CHU de Lille, il y en a qui se trouvent sur l'ensemble d'autres territoires des Hauts-de-France ou sur la Normandie, si justement on veut avoir des interlocuteurs pour des accompagnements. Alors, en Normandie, j'en connais. Alors, c'est pas dans le cadre d'un centre d'investigation clinique, ils sont pas hospitaliers, mais c'est Cap Innovation. Mais sinon, nous, on intervient avec des startups un peu partout en France. C'est pas cloisonné, hein. L'avantage, enfin, on est sollicité, nous, parce on est un Living Lab hospitalier, donc on a accès aux utilisateurs finaux professionnels de santé. Et c'est pour ça que voilà, on est souvent sollicité sur les dispositifs à destination de l'hôpital. Enfin, en tout cas, des structures hospitalières. Merci. Pas d'autres sollicitent la parole, soit qui posent des questions. La présentation a été très claire. Bon, ben, tant mieux. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous remercie encore sincèrement pour cette très belle présentation qui apporte vraiment beaucoup d'informations pour toutes les personnes qui effectivement s'intéressent à ce type de problématique. Et si personne d'autre n'a de questions, je propose en vous remerciant à nouveau, rendre la parole et lever cette séance de ce premier webinaire. Merci à tout le monde et bonne fin de journée. Merci, Monsieur Bloch.